Le son des bulles sur RCN. Bonjour à toutes et à tous. On est à l'hôtel de Guise, le superbe hôtel de Guise de Nancy. Merci d'ailleurs à la direction de nous permettre d'enregistrer cet entretien. Dans le cadre du salon Livre d'ailleurs, le salon qui met à l'honneur cette année la littérature africaine. Dans la sélection BD qui a été réalisée par Joël Épée Mandangué, il y a un album qui détonne tant par sa forme que par le sujet abordé. Un album écrit à quatre mains, et j'ai la chance de d'accueillir Gaspard N'Djock, l'un des auteurs. Bonjour Gaspard. Merci beaucoup, je vous remercie pour l'invitation et le son des bulles pour ce que vous faites. Oui. Déjà, j'ai commencé à voir ce que vous faites et c'est une très belle initiative que de pouvoir penser qu'on peut réfléchir à travers les travaux autour de l'image et du texte. Merci beaucoup. Et bien justement, c'est ce qu'on va parler parce que avant de commencer à parler de Au-delà l'exil, votre album que vous venez présenter au salon, j'aimerais bien qu'on parle un peu de vous parce que vous vous définissez comme un artiste multidisciplinaire et vous produisez des spectacles qui mélangent l'image et la musique, et notamment de l'opéra et de la bande dessinée. Alors quel lien vous faites, vous, entre l'image et la musique, justement ? Quel lien je fais avec l'image et la musique? Déjà, j'aimerais revenir sur le thème de artiste pluridisciplinaire. Bon, c'est ce c'est ce que les personnes, c'est l'étiquette qu'on me met, mais en réalité, qu'on me donne. Mais en réalité, je ne connais pas d'artiste qui ne soit pas pluridisciplinaire. Ah bon? Oui, il n'y a pas d'artiste ça n'existe pas. Peut-être il y a, non, ça n'existe pas. Tous les artistes que j'ai connus, ce sont des personnes toujours curieuses et la particularité d'un artiste, ça va revenir, ça va répondre à la question de la correspondance entre l'ouïe et les yeux. Ah oui, donc c'est ça, l'image et le sonore. Alors, ce qu'en fait, la particularité de l'artiste, c'est vrai qu'on fait des écoles pour apprendre à écrire, pour apprendre à danser, pour apprendre à dessiner, mais ça ne fait pas de nous, il n'y a pas d'école où on apprend à être artiste, quoi. Donc, non, ça, c'est vrai. On apprend des compétences, et être artiste, ce n'est pas... On ne doit pas limiter ça à une pratique professionnelle. Un artiste, il y a la dimension de l'engagement surtout. Et l'artiste même, on ne doit pas... Bon, ça c'est démontré aussi historiquement, on ne doit pas l'enfermer dans une compétence artisanale, quoi. D'accord. Donc artiste aussi, c'est un mot de vie, c'est un rapport surtout pour moi. C'est un rapport avec le réel, quoi. Il y a des médecins, des chirurgiens qui sont des artistes... dans la manière dont ils approchent la discipline. Donc, pour moi, déjà la question, je pense avoir répondu à la question de la pluridisciplinarité. Oui. C'est une nécessité. Et tout le monde le fait, même sans s'en rendre compte, en fait. D'accord. La pluridisciplinarité, c'est aussi cette propension à devoir observer un art par le prisme d'un autre. C'est-à-dire... je regarde une image. L'image renferme des histoires, des récits, des mouvements qui rappellent le son, qui rappellent peut-être le toucher. Et lorsque je regarde une image, on peut entendre presque des sons. D'accord. Et ce qui fait qu'on est toujours en pleine traduction. Mais automatique, sans s'en rendre compte, on fait toujours de la traduction tout le temps. C'est-à-dire on essaie de comprendre la réalité qui nous entoure, mais pas le prisme d'un autre art. Et ça, je l'explique parce que j'y ai travaillé un petit peu. J'ai dit, je prends toujours l'exemple, demandez à un pianiste de vous expliquer sa musique. Oui. Il va utiliser toujours le régime de l'image pour essayer d'être clair. Il va, ça c'est un paysage sonore, ça c'est une couleur. Mais c'est pas que c'est pas que la musique est pauvre pour pouvoir décrire ce qu'elle est, mais elle a besoin, pour être plus pertinente, d'évoquer un imaginaire, sémiotique d'images et lié de signes qui appartient à un autre sens. Et de même, vous demandez à un chanteur, il va utiliser l'image. Bien vous demandez par exemple même au peintre. Oui. Il va utiliser la musique.
Oui. Le peintre va te parler il va te parler, là, à ce moment, il y a du rythme, est-ce que tu as le son, est-ce que tu vois De ce son? l'harmonie. Oui, donc, de l'harmonie. Donc, c'est-à-dire, on convoque toujours comme ça un champ lexical qui renvoie à un sens auquel on ne s'y attendait pas, mais qui appartient. C'est-à-dire, alors, en gros, c'est ça. Pour être pertinent dans son champ, on doit être capable de sortir de sa zone de confort, aller voir ailleurs. C'est tout ça. Et l'artiste, il fait ça tout le temps. C'est pas calculé et on traduit tout le temps. Voilà. D'accord. Et c'est vrai que c'est intéressant parce qu'on n'y pense pas aussi souvent. On y pense, mais l'artiste, c'est sa particularité. C'est de commencer à penser ça, Ouais. penser à ça et de prendre du recul. Oui, c'est ça. Alors, ce qui est étonnant, c'est que vous avez fait des opéras bande dessinée. Alors, l'opéra, qui est peut-être un art un peu, peut-être, on pourrait qualifier une majeure, et la bande dessinée peut-être un peu moins un art mineur. C'est quoi votre rapport du coup avec la bande Alors, dessinée? le rapport avec la bande dessinée, parce que j'ai fait une école de bande dessinée, et comme depuis tout petit, je lis des bandes dessinées, je me suis formé dans une école, l'école romaine des bandes dessinées, Scuola Romana de Fumetti à Rome. Ah oui. C'est où je me suis formé à faire la bande dessinée et tout le récit qui tourne tout autour de la bande dessinée. Et à côté, j'ai fait des études aussi en musicologie. Où voilà, j'ai commencé à travailler sur les premiers opéras, Puccini, Verdi, et Rossini. Et, donc, à un moment donné, c'est deux mondes que je fréquentais. Et tu fréquentes socialement ces deux mondes, tu te rends compte, mais voilà, c'est une sociologie un peu différente, c'est une approche différente. Et tu as parlé du terme majeur, mineur. Oui. Or, bon, nous, ce sont des catégories qui sont presque pour moi, oui, qui sont pertinentes, mais qui dit beaucoup de choses aussi. Et moi, c'est une des choses qui m'a un peu attiré dès le départ, de me dire, bon voilà, là, il y a une sociologie différente, c'est central. De l'autre côté, il y a une sociologie différente, c'est périphérique. Et je voulais jouer avec tous ces deux côtés-là. Je me dis, bon, dans la périphérie, il y a du dynamisme, il y a il y a du mouvement, c'est-à-dire la bande dessinée. Et au centre, il y a quelque chose de profond, d'historique, qui dit des choses de nous, de ce que nous sommes. Parce que l'opéra, on le voit aujourd'hui comme un art majeur, classique et tout, mais du moment où l'opéra est créé, les grands compositeurs sont des personnes, bon, on les classe aujourd'hui dans le panthéon des artistes classiques et tout, mais au départ, ce sont des personnes qui sont très très révolutionnaires, qui veulent changer la société. Ah oui. Et il y a plein de compositeurs qui, dans le temps, étaient très très comment ça, persécuté, même Verdi lui-même. Oui. On parle de la Traviata aujourd'hui comme un opéra grand classique et tout, mais c'est un opéra. Verdi, il a été beaucoup censuré, cet opéra-là, beaucoup censuré par le contenu aujourd'hui qui, pour nous, paraît quelque chose de facile, acceptable, mais à l'époque. Voilà, et ce que je voulais montrer entre ces deux arts qui semblent si éloignés, mais je veux dire, on peut comprendre cet art, la bande dessinée, par le prisme de l'opéra et comprendre l'opéra par le prisme de la bande dessinée. Et ce que je fais un jeu, certes spéculatif, intellectuel et tout, mais je montre que ces deux âmes ont même terrain à dialoguer entre eux parce que l'opéra a besoin de cette vitalité qu'on peut trouver dans la bande dessinée. Et la bande dessinée, toujours, on voit c'est un art toujours en pleine transformation qui n'a plus besoin de légitimité, mais qui quand même doit toujours démontrer qu'elle est capable vraiment de parler de tout, de s'occuper de tout. C'est pour ça que je dis, c'est un vrai défi, mais même la bande dessinée est capable de parler de l'opéra et de faire mieux comprendre même l'opéra. D'accord. Oui, donc j'ai commencé à travailler sur c'est quoi un crescendo, comment est-ce que je le traduis sous forme de bande dessinée, comment je traduis un son en image, qu'est-ce que ça veut dire, et le fait de disséquer ça, donc je l'ai fait à travers la bande dessinée Maria Callas et l'enfant d'une diva, donc je parlais de l'enfance de Maria Callas, et à la fin je fais une démonstration de l'opéra Tristan et Isolde, voilà, où je montre comment, je décris une partie, comment est-ce que si je mettais en scène aujourd'hui, parce que je m'intéresse beaucoup à la scénographie, l'opéra Tristan et Isolde, sur quelle particularité visuelle
j'insisterai pour rendre plus pertinent la compréhension de cet opéra D'accord. Tristan et Isolde. Donc il y a de vraies correspondances entre les deux. Vraiment. D'accord, très bien. Voilà. Quel enthousiasme. Ben oui, j'adore l'opéra. Voilà. Alors, vous disiez que la bande dessinée peut parler de tout. On va en venir à votre album, Au-delà l'exil. C'est, je disais, un album qui est un peu différent au niveau de sa forme, puisqu'il mélange bande dessinée, il mélange poésie, il mélange quelques aspects documentaires aussi. Et aussi, il est différent par le thème traité. Est-ce que vous pouvez nous présenter justement ce thème que vous avez choisi de traiter dans cet album? Voilà. Le choix du titre Au-delà l'exil, c'est un choix. Derrière ce projet, il y a le travail de plusieurs universités, de Hong Kong, de New Delhi, l'université de Calcutta, Sciences Po, en quelques mesures aussi mon laboratoire de recherche à la Sorbonne, où on travaille vraiment sur les questions de la musique. Et dans ce groupe de recherche qu'on appelle Thanatique Éthique, on étudie les questions des morts, de la mort en migration. Et ce titre-là, maintenant, donc derrière ce titre, il y a toute une équipe, derrière la production de cette bande dessinée, il y a toute une équipe de chercheurs qui travaillent sur différents aspects de la mort en migration. Et donc, je me suis spécialisé donc ce qui serait donc de la musique, des musiques funéraires des morts en migration. Ah oui. Et donc, un peu, c'est thanatique, esthétique, l'esthétique autour de la mort. Il y a vraiment tout un champ de connaissances esthétiques, parce que la mort, c'est en Occident, c'est quelque chose qu'on ne voit pas, invisibilisé, mais dans plusieurs pays, et même dans certaines régions, même en Italie, on peut commencer à voir que la mort, quand même, c'est un moment de très grande socialisation. Et ce qu'on observe en Occident, c'est que cette socialisation-là, ça se casse, comme tous les liens sociaux se cassent. Et de montrer que derrière tout ça, derrière la mort, les funérailles, les obsèques, il y a quelque chose d'important. Donc, au-delà de l'exil, ce titre-là, c'est vraiment... Au-delà, c'est pas... Il y a l'exil, donc au-delà, c'est une manière de parler de la mort. Oui. Mais donc, en parlant au-delà, mais ceci, dans au-delà, il y a aussi l'idée de qu'est-ce qui se passe après l'exil. Une fois qu'on est arrivé, qu'est-ce qui se passe? Et puis, exil ici, il ne faut pas seulement le lire comme un mouvement géographique, quoi. C'est un mouvement aussi intérieur, parce qu'on peut être en exil dans son propre pays, quoi. Oui. On peut être en exil, on peut souffrir vraiment de l'exil, c'est-à-dire cette capacité de déracinement. On est dans notre pays, mais on est en plein déracinement, et ça, on vit un exil intérieur, on est là et tout, et c'est le plus grand exil dont on ne parle pas très souvent. Donc, parce que dans l'exil, on cherche beaucoup en connotation, géographique, économique et tout. Mais je dis aux gens, il y a une forme d'exil dont on ne parle pas, mais qui précède même celle économique ou bien géographique. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire les personnes... Moi, je me considère comme un exilé, même si j'ai pu avoir la possibilité d'étudier à l'étranger, faire un parcours, disons, classique de personnes qui peuvent se permettre d'étudier et tout. Mais je me considère comme un exil parce que j'ai subi une sorte de déracinement, de désenchantement de ma propre existence, du lieu où je suis né, en fait. Je suis né au Cameroun, mais à aucun moment dans ma vie, j'ai pensé que je pouvais me développer, m'émanciper dans mon propre pays. Jamais. Jamais, jamais. J'ai jamais eu cette pensée-là. Jamais. C'est vraiment tout. Oui. J'ai jamais eu cette pensée. J'ai toujours pensé, je le dis, je ne suis pas fier de ça, mais c'est une réalité. J'ai toujours pensé me développer ailleurs et tout. Et ça, c'est une forme d'exil. Ça, c'est le premier moteur de l'exil. Je pense que si on m'avait appris à aimer d'où je suis, qui je suis, ma terre, mes ancêtres, tout, peut-être même malgré les difficultés économiques ou sociales ou bien liées à mon futur, j'aurais pu me dire, c'est dans cette terre-là, elle est la mienne, c'est dans cette terre-là que je vais vivre et me battre. Or, la première chose qui se passe, c'est à la première difficulté, qu'est-ce que je fais? Je bouge, et que tu bouges parce que les racines ne sont pas solides, quoi. C'est ça. C'est ça. D'accord. Donc, tu bouges parce que les racines sont solides, et c'est ça
les premières choses pour lesquelles je suis victime, quoi, et dont une bonne partie de ma génération est victime aujourd'hui. D'accord. Voilà. Très bien. Alors, cet album, je le disais, a été écrit à quatre mains Oui, avec Félicien Deuche, Félicien Deuche, Ouais. voilà, qui lui est scientifique, socio-anthropologue, oui. socio-anthropologue. Ouais. Alors, comment la rencontre, elle s'est faite entre l'artiste Ah oui. et le scientifique? C'est aussi deux mondes qui sont un peu éloignés. Deux mondes éloignés. Bon, c'est vrai que bon, j'ai aussi un côté universitaire où je fais la recherche, mais j'ai voulu, pour ce projet, que chacun puisse, comment dire ça, garder sa propre spécificité, Mhm. sans toutefois, comment dire ça, gêner le travail de l'autre. Et on avait beaucoup de respect. Et je lui disais, tu es anthropologue, Mhm. mais Oui, tu as des choses à dire oui, sur mon travail d'auteur de bande dessinée. Et moi, je lui disais, je suis auteur, je vais faire l'auteur de bande dessinée. J'ai envie d'avoir des choses à dire sur ton travail, avec la distance qui est la mienne, avec l'ignorance qui est même la mienne et tout. oui, Mais dans cette ignorance-là, je vais questionner des choses de manière naturelle, sans toutefois prendre des précautions. Et on a fait ça de manière assez naturelle. Et il me disait des choses sur le cadrage. Ah, ça, je ne sens Ah pas oui. ça. Il me disait, oui, je ne pense pas. Or, il n'a pas les compétences pour Mais oui. ça. Et moi, je lui disais des choses en sociologie et tout. Mais on a un vécu, lui, il a un vécu. Il lit. Et surtout l'anthropologie. Ce qui était aussi important dans ce travail, c'est le regard d'anthropologue, Oui. c'est-à-dire la distance, Ah oui. le choix des mots. Et ce qui s'est passé, donc, il m'a donné un travail de chercheur. Voilà, avec toutes les différentes sections liées à la recherche et tout. Et moi, ce que j'ai fait, il faut du temps pour lire. J'ai lu, Ah oui. intégré. Oui. Et maintenant, je lui ai dit, bon, écoute-moi, Félicien, tu vas m'excuser. Et là, maintenant, il faut mettre ton texte en musique. C'est-à-dire, voilà, il Ah faut. oui, 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 parce que oui. c'est un texte scientifique et tout, là, mais qui n'a pas C'est beaucoup. ça. Donc, c'est pour ça qu'on a choisi la poésie d'ailleurs. Oui. Parce que la poésie, c'est vrai que c'est la bande dessinée, mais on a voulu que. Là, on parle de mort, on parle de migration et tout. Et il y a souvent des situations très dures. Oui. Pour moi, je voulais pas un texte qui, qui montre que les choses sont déjà écrites et qu'on ne peut rien faire, quoi. Et la poésie, c'est toujours. Ce que j'aime en poésie, c'est que les mots peuvent résonner, quoi. Un mot peut résonner Oui. deux choses. Un mot peut avoir plusieurs sons. On le lance avec un son, mais on peut faire l'écho à un autre écho Ah oui, oui. nous arrive. Et j'ai vraiment aimé ça sur la poésie. Et même déjà le passé un peu de lecture qu'on a en littérature africaine, beaucoup de poètes Oui. ont utilisé la poésie parce que c'est comme langage, comme mot de dépression, quand même, c'est un mot d'expression qui est très très utilisé pour pouvoir à un moment donné souligner une sorte de désaccord avec un système, parce que c'est vif, c'est direct, c'est créatif. Oui. Et pour moi, toujours, dans l'émancipation, dans les luttes, il faut être créatif, pas juste être dur. Et la poésie, c'est vraiment la langue qui permettait de jouer avec ça. Et aussi, on changeait avec les dialogues, poésie, on jouait beaucoup avec ça. Et c'est comme ça qu'on a travaillé, comme ça, vraiment à quatre mains. Et on voulait pas, je vais finir par là, on ne voulait pas un travail par section, c'est-à-dire il me donne son travail, je le prends, Oui. et je le traduis, et puis je remets. À chaque moment, il y a de l'interaction. C'est pas facile ça, hein, Oui. parce que c'est un apprentissage, il faut apprendre à faire ensemble et tout, et chacun des choses. Et, donc, il faut savoir gérer aussi ces petits malaises-là. Se dit, bon voilà, je ne suis pas vraiment confortable, mais c'est de là que va venir quelque chose d'authentique. Il faut être prêt. Il faut être prêt, Ah parce que oui. tout le monde n'est pas prêt Oui. à accepter ça, quoi. Oui. Et je le remercie parce que lui était très ouvert à ça et très attentif. Il n'était pas forcément d'accord avec tout. Et moi d'ailleurs, si j'avais fait seul, je l'aurais fait différemment. S'il avait fait Ah seul, oui. il aurait fait différemment. Ah oui, oui, oui. Et la beauté vient du fait que, bon voilà, on se dit, c'est pas vraiment ce qu'on fait, mais c'est notre projet, on le veut, on le soutient malgré tout. C'est ça aussi la beauté du travail en groupe, lorsqu'on est plusieurs Oui. personnes, c'est quand on se dit, ce qu'on produit, il est puissant parce qu'il est. C'est pas parce que c'est seulement la somme des différentes énergies qui savent se mettre ensemble, mais c'est surtout la somme. C'est aussi la somme des. Comment dire ça, de ce qu'on laisse passer, des visions de l'autre. Oui, c'est pas ma vision. Je suis convaincu que c'est pas vraiment ça. Mais à un moment donné,
mais je ne suis pas très sûr, mais il faudrait que... Est-ce que je devrais laisser passer et tout? Mais Gaspard, laisse passer. Laisse passer parce que qu'est-ce que tu dis que ce que tu dis, c'est vraiment la certitude. C'est vraiment la certitude. Donc, travailler en groupe, c'est vraiment être capable de laisser passer des choses et se dire... ah oui, il l'a fait, c'est aussi son livre, il a aussi le droit de le faire comme ça. Bien sûr. Et ça, je vais défendre ça parce que c'est aussi... ça fait la force du travail en commun. Donc, c'est tout un apprentissage, un livre en commun. D'accord. C'est ça, ouais. C'est pour ça que c'est pas Très facile de bien. trouver des couples. Les livres, Eh les gens ben, qui fonctionnent carrément. ensemble, ce sont des couples. Hein. Oui, Ce sont des tout vrais à fait. couples de vie. Il faut s'entendre. Il faut Ouais, s'entendre, se c'est ça. comprendre. Et ça a duré longtemps, en fait. Ça a duré longtemps, ça continue maintenant parce que ce qui est très intéressant à ce livre, c'est que c'est traduit en plusieurs langues maintenant, en français, en espagnol et en italien. Et ça nous permet d'avoir à chaque... Ouais, c'est ça aussi la beauté de la traduction. Chaque traduction, c'est un autre livre. Quoi. Quand je l'ai lu en anglais pour la première fois, mais ça sonnait tellement différent, les poésies en anglais, les Anglais disaient des choses, convoquaient des imaginaires que je ne comprenais pas aujourd'hui. En mars, en mars, il y a à Girona, il y a le plus grand séminaire qui s'appelle IMISCO, où tous les chercheurs sur l'immigration du monde entier se rencontrent. Oui. Donc on va parler de la version espagnole. Et même, je ne suis pas hispanique, mais il y a des gens, quand on commence à parler de ce livre en espagnol, c'est un autre livre. Quoi. Pour moi, les traducteurs même, on devrait mettre le nom en gros dans les livres, parce que moi, je ne me sens pas être l'auteur. D'accord. Bon, c'est vrai que c'est la traduction de notre travail, mais il ramène des images parce qu'un travail de traduction aussi choisit des mots qui correspondent à l'imaginaire de la langue. Oui, c'est ça. Et à chaque langue, bon, l'italien, je suis un peu plus féru de la langue parce que j'ai étudié en italien. L'anglais, c'était un peu meilleur aussi, mais les autres langues, c'était des propres créations et ça m'a vraiment choqué à chaque fois. Très bien. Je crois que je pourrais vous écouter pendant des heures. Ah ben oui. Alors, forcément, j'ai encore plein de questions, mais on n'a pas le temps, votre univers est tellement riche. Je voulais finir cette interview par une lecture d'un des poèmes qui se trouve dans cet album, Au-delà l'exil. Okay. C'est un des poèmes qui se trouve vers la fin de l'album. Donc si vous pouvez nous en faire la lecture. Alors. Parce que là aussi, hein, c'est beaucoup de ressentis. Hein, beaucoup de ressentis. Bon, après un livre, c'est comme comment dire ça? Moi, j'ai du mal à lire un livre dès qu'il est sorti. Dès la sortie de chaque livre, j'ai une sorte de réaction postpartum. Ah oui? Oui, j'ai vraiment un rejet parce que on laisse les planches originales, on laisse les manuscrits qui sont les premiers textes qu'on a, et on a un rapport presque affectif avec eux. Oui. Une fois que tout est ensemble et tout, ça devient un objet physique comme ça. Ma première réaction, bon, c'est différent. Moi, j'ai une réaction de rejet. J'ai souvent, c'est après quelques semaines, souvent, ça dure souvent un mois que j'ai le courage d'ouvrir et lire. Donc, ce livre, depuis qu'il est sorti, je pense que j'ai commencé à le lire vraiment après peut-être 7 mois, parce que je lisais des petits extraits et tout, mais la relecture complète comme objet. D'accord. Je pense que je l'ai fait vraiment après 7 mois. Okay. Et là, je découvre toutes les choses. C'est vrai que c'est moi qui en ai l'auteur, mais... Mais vous découvrez quand même des choses. Oui, c'est vraiment... Alors, très bien. Voilà, je vous laisse. Vous voulez que je tienne le micro ou... Non, ça va aller. Ça ira? On va se faire comme ça. Désolé. Alors, je vais mettre là. Donc, je dois regarder la caméra, ça. Si vous voulez. Bon. Ouais. Les pieds meurtris par la poussière des routes. Les yeux qui brûlent par l'éclat des doutes. Les frontières se dressent là où l'humanité échoue. L'indifférence s'amuse. Et dans cet entre-deux, entre vie et survie, la mort devient parfois la seule porte franchie. Car le corps sans vie traverse mieux les frontières. Pas de questions, pas de regard sévère. Le souffle coupé précède le cœur arrêté. Le voyage enfin s'achève. Quand la vie s'épuise sous le poids des refus, l'exil devient un linceul. Ouais, voilà.
Merci. Eh bien, merci beaucoup, Bon, Gaspard. pour cette Merci. présentation et merci vraiment pour le travail que tu fais. Non. Le merci, Vraiment, franchement, c'est c'est, pour vous, les artistes. Hein. Oui, non, mais voilà. Alors, Tu es aussi un artiste. oh, Bah oui, bah ouais, c'est vrai, tu es aussi un Ouais. artiste dans ta manière de faire, l'approche que tu as c'est gentil. dans ton travail. Quoi. C'est gentil Merci à toi. beaucoup. Merci. Alors, on rappelle quand même l'album, hein, Au-delà de l'exil. Voilà, c'est Je celui-ci l'ai. de Gaspard Njok. Gaspard Njok et Félicien de De Hush. Et c'est aux éditions Sophia Comics. Sophia Comics. Merci Voilà. beaucoup. Franchement, vous le prenez, ça fait une petite dose d'humanité dans votre bibliothèque. C'est formidable. Voilà, merci Voilà. beaucoup. Merci. Et puis, nous, on se retrouve dans d'autres vidéos pour toujours découvrir l'univers de la bande dessinée. Bye bye. Bye, merci beaucoup.